Bienvenue sur Mordu, le podcast des passionnés de glisse et d'outdoor. Mordu, mais aïe! Bonjour à toutes et à tous, c'est Mathieu au micro, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Mordu. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter Nicolas Parlier. Nico est 4 fois champion du monde de kitefoil et a tout prouvé en compétition. Le jour où il tourne la page, il décide de se frotter à un rêve qu'il avait depuis longtemps. Un Tour de France en kite, en reliant Dunkerque à Nice en kitefoil. Sans bateau de sécurité, sans gros sponsors, mais avec une team de rêve. Sa copine Aurélie, leur van, et un pote réalisateur kiné, Antoine Laurin. Avec lui, on va parler de ce Tour de France hors norme, de la préparation minimaliste qui cache une rigueur absolue, des moments de doute dans une eau à 8 degrés, quelque part entre Dieppe et Étretat, et de ce que ça fait de découvrir la France depuis l'eau, seul sur son foil, avec son kite. J'ai adoré cette rencontre. Et avant qu'on démarre, je veux vous parler d'une soirée, ou plutôt d'une tournée à ne pas rater cet été. Vous allez pouvoir voir l'exploit et le film de Nico sur grand écran. Il fait partie des 3 films sélectionnés lors du Sailors Holland Sunset Tour, une toute nouvelle tournée de projection de films de glisse et voile itinérante qui elle aussi fait le tour des côtes de la France fin juillet. Deauville le 21, Granville le 22, Dinard le 23, La Baule le 29, 7 dates en tout. Mordu est partenaire de cette tournée et on a des places à vous faire gagner. Toutes les infos sur le site mordupodcast.com et en story sur Instagram. C'est le genre de soirée où vous allez ressortir avec une furieuse envie de prendre votre matos et de filer à l'eau. Toutes les infos sur le site de Sailors. J'espère que vous allez kiffer ce nouvel épisode de Mordu. Bon, allez, un dernier remerciement à toute l'équipe de Cabrina, sponsor de Nico, et qui m'a si bien accueilli lors du défi Wing. Allez, c'est parti pour ce nouvel épisode de Mordu. Salut Nico, bienvenue sur Mordu. Merci beaucoup, je suis heureux d'être là et partager mon aventure avec toi aujourd'hui. Ah bah ouais, c'est assez cool. En plus, on enregistre dans ton van, on le voit dans ton film, donc c'est assez cool d'ouvrir la porte comme ça. Bon, on va commencer par le début. Hein. T'as fait un truc assez de fou, hein, le Tour de France en kitefoil, hein, de Dunkerque à Nice en longeant les côtes. C'est assez dingue, hein, parce que moi, je t'avoue, cette idée, je l'avais eue, mais je l'ai eue à 2h du mat après 5 bières, quoi. Et puis tu travailles le matin, tu te dis que c'est vraiment pas une bonne idée. En tout cas, que c'est pas simple. Voilà. Et nous, on s'était dit avec mes potes, parce qu'on avait quand même poussé le truc, si on ferait par étapes, parce qu'on avait fait un peu comme toi, si le bateau, machin, la fenêtre météo, machin, on s'est dit, nous, on va le faire par étapes. On s'est dit, bah, un coup, on fait Dunkerque, whatever, puis whatever, on va vers la Manche et tout ça. Et puis rien que les trucs de Dunkerque, on a un peu regardé, on s'est dit, waouh, la galère, le port, les pétroliers, le machin, le bordel, laisse tomber. On l'a jamais fait. Comment toi, tu l'as eu cette idée? Alors moi, donc je fais du kite depuis super longtemps. J'ai toujours été attiré par la longue distance. Quand j'étais petit, je me suis passionné du cerf-volant, mais surtout, je regardais pas mal de vidéos de kite. Mes parents, ils voulaient pas forcément que je fasse du kite parce qu'ils trouvaient ça trop dangereux. Et c'est vrai que j'ai vu Sylvain Morin, Raphaël Salle et Marc Blanc qui sont partis en Corse. Ça, c'était en 2009. Et j'avais vu cette vidéo et je me suis dit, waouh, c'est incroyable, quoi. C'était juste, donc ils sont partis de Saint-Tropez, ils sont à la Calvi et je me suis dit, waouh, ah ouais, le kite, c'est vraiment un bateau, quoi, en fait. Donc déjà, ça m'avait donné une petite, je dirais une petite étincelle sur la mèche, quoi. Et après, donc ces gars-là, comme Momo par exemple, qui faisait aussi de la compète, je me suis inscrit aux premières compètes où il était là. Et en fait, la longue distance, la race, tout ça, je me suis mis à fond dedans et à faire toutes les étapes au Tour de France. C'est-à-dire que sur 10 ans, vraiment, on a eu au plus nord, on est monté à Vimereux, au plus à l'est, on est allé à Fréjus, donc c'est à peu près pareil. On a fait toute la Bretagne, Arcachon, enfin bref, Hendaye. On avait vraiment des étapes un peu partout et je me suis dit, mais pourquoi pas les connecter en fait, parce que on va tellement vite aujourd'hui avec le kitefoil. Je me suis dit, ben ça serait top de faire un one shot, quoi, sur toute la France. Et ça a été quoi le déclencheur? Parce qu'effectivement, bon, l'idée, c'est bien, mais y aller et le faire, c'est encore autre chose. C'est qu'est-ce qui a déclenché là? Déjà, c'est le temps, avoir du temps de faire ça, avoir le van, avoir une équipe,
qui me suivent, c'est pas facile de trouver quelqu'un qui soit motivé pour conduire le van déjà. Pour en plus me filmer, je trouvais ça important de documenter l'exploit, j'ai envie de dire. Et donc j'ai trouvé Antoine. Aurélie était là aussi pour conduire le van. Et surtout, bah moi j'ai mis un terme à ma carrière de sportif de haut niveau 1 an avant, quoi. Et je me suis dit, ben là, voilà, j'ai toujours rêvé de ça, j'ai un peu d'argent de côté, je vais me lancer là-dedans. Et c'était ma première épreuve, je dirais, de longue distance. Et je me suis dit, allez, feu, c'est parti, quoi. Ouais, c'est sacrément longue distance, hein, parce que on va en reparler, mais les étapes, hein, c'est 100 à 200 000 nautiques. Ouais. C'est des tartines de kite que tu t'es mis à chaque fois, hein. C'est alors tu bombardes. Ouais. Tu faisais ça en combien de temps à peu près, les Bah, étapes? vraiment la plus petite étape qui faisait 90 kilomètres, j'ai mis un peu moins de 2 heures. Ouais, c'est ça bombarde, Voilà. quoi. Et donc ça, c'est 1 heure et demie, quoi, de navigation. Et sinon, la plus longue étape, c'est presque 7 heures, en fait. Ouais. Ouais. Voilà. Ah là, t'étais bien cramé. C'est rigolo dans le film parce que il y a Aurélie et l'équipe qui te suivent et ils disent, ah, c'est pas simple de le suivre, quoi. Il va trop vite, quoi. Tellement ça va vite, quoi. C'est hyper impressionnant. Alors, il y a un truc qui est marrant sur ce film, c'est qu'il s'ouvre sur deux choses. Sur du yoga, on te voit, tu parles du yoga, c'est marrant, de le mettre au début et du vélo, du ski de rando, du parapente, du planeur. Pourquoi t'as voulu opposer ça au début du film? En fait, c'était pour parler un peu de ma préparation physique, que j'aime toucher à tout. Ce jour-là, Antoine, il était chez moi. On a filmé un peu de vélo et je me suis dit, bah, c'est vrai, je fais du yoga aussi. Et le yoga, c'est facile à filmer. Donc voilà, on a mis deux, trois images de yoga. Les gens qui me connaissent, ils savent que je suis assez zen quand même, comme personne. Je suis pas énervé. Et donc ils savent que je fais du yoga aussi. Et en plus, mon mentor qu'on voit dans le film, Rob Douglas, lui, je sais qu'il a fait beaucoup de yoga quand il était à haut niveau en kite. Et c'est vrai que j'adore la pratique et ça me permet vraiment de me concentrer sur ce que j'ai à faire et comme je dis, mettre une pause à mon corps, quoi. Ouais, c'est vraiment ça ce que ça t'apporte, quoi. Concentration, Ouais. et ce moment de chill, Et vraiment donner un peu comme une récompense à mon corps qui me laisse faire tout ce que je fais, vraiment lui donner le temps de faire une pause. Tu parles de Rob Douglas, hein, qui avait battu, je crois, le record du monde De vitesse. de vitesse en kite déjà. À Tu la par voile même, à À la la voile. voile? Ah ouais, à la voile. Et tu parles aussi de ton père, hein, qui est un grand marin. Pareil, tu le film, il commence avec ça, quoi. C'est assez marrant parce que, souvent sur ce type d'expérience ou de voyage, les figures titulaires, elles arrivent un peu en trame de fond, où on en parle, mais c'est pas si explicite. Toi, tout de suite, t'as voulu parler et de Rob et parler de ton père comme des figures titulaires. Pourquoi c'était important d'en parler? Bon, parce que j'ai envie de dire, ils m'ont mis sur les rails et ils m'ont guidé dans ma vie, quoi. Si aujourd'hui j'ai été attrayé par la mer et par le vent et par la performance, c'est d'une part par mon père, parce que j'ai grandi donc à Arcachon, un peu dans l'ombre de toute la recherche et développement qu'il faisait pour ses bateaux, la construction de ses bateaux, tout ça. Et C'est-à-dire quoi dans l'ombre? C'est est-ce qu'il s'occupait pas beaucoup de toi ou? non, mais je veux dire, il était très pris par ça, mais je veux dire, j'étais tout le temps dans le chantier. Je me rappelle, souvent on allait au chantier, regarder le bateau qui se construisait. Moi, j'ai fait un peu de voile aussi à ce moment-là, et puis aussi on était au départ de course, aux arrivées de course, tout ça. Donc c'est sûr que ça m'a mis dans un espèce de bain de milieu de voile. Et après, moi, le kite, je trouve ça beaucoup trop compliqué, la voile. D'avoir une grosse équipe comme ça, un gros bateau, tout ça, ça me donnait presque des boutons. Et du coup, je me suis dit, bah moi, je vais faire du kitefoil. C'est un truc qui est tout petit. Je le mettais derrière mon vélo et j'allais naviguer en autonomie comme ça. Je partais de chez mon père du coup et j'allais à la plage en vélo et je trouvais ça très bien. Je demandais rien à personne. Il y avait les locaux là-bas avec qui j'ai appris le kite, qui faisaient déjà pas mal de longues distances. Et, euh, et donc j'ai
très vite accroché avec cette longue distance, aller me balader en fait. Vraiment, c'est la balade quoi. Tu vois, le temps que ça a mis, c'est évoqué, mais il y a pas ce truc de je l'ai bouclé en, enfin, tu me diras si je suis passé à côté, hein, mais je l'ai bouclé en 9 jours et demi ou 12 jours, j'en sais rien, record du monde ou enfin, tu vois, il y a pas du tout ce truc-là. On sent que c'est pas important, alors qu'en fait, j'ai l'impression que tu l'as fait quand même hyper vite. Genre, je sais pas, il y a, enfin, c'est forcément un record, quoi, tu vois. Mais je trouve que tu le mets pas en avant. Et il y a un deuxième truc que tu mets pas en avant, c'est la saison. Alors, je peux imaginer la saison, c'est pas plein hiver. C'était quoi? C'était en mai. C'était il y a un an, en fait. Hein. Exactement, il y a Ouais, tout c'est juste ça. un an. Ouais. Ah bah tu vois, je me suis douté, mais tu le dis pas non plus. Alors pourquoi ces deux sujets sont pas évoqués de manière super explicite? Bon, c'est vrai qu'on n'a pas pensé à le dire, mais au niveau du temps, c'est parce que bon, les gens qui s'intéressent, ils savent quand même sur le film à chaque jour de navigation, j'explique bien avec les statistiques à l'heure où je suis parti, l'heure où je suis arrivé, mais et puis la vitesse moyenne que j'avais. Et en plus, on a fait une super carte pour voir vraiment le parcours que j'ai fait, mais c'était aussi pour pas faire du bourrage de crâne. Moi, le film, on voulait le montrer à n'importe qui et que tout le monde, en fait, qui est un peu d'humain là-dedans, que ce soit pas comme un Strava, quoi, des statistiques Strava. Moi, je voulais pas faire ça. Alors, si quelqu'un est intéressé, il peut regarder les statistiques. Dans le film, on peut le voir, mais c'était aussi pour pas surcharger le film, quoi. C'est marrant, en tout cas, ça se sent. Ah ouais, donc tu l'as fait en mai parce que Parce que les les jours jours sont sont longs. longs et il y a du vent. Voilà, c'est ça. Et qu'il y a pas trop de thermique ou de canicule possible. Et donc j'ai dit à Antoine, on a une waiting period. Moi, je voulais partir avec du nord-est, un gros coup de nord-est. Pourquoi? Parce que faire la Manche avec du vent d'ouest, compliqué. Ça a un avantage et un inconvénient, c'est que c'est du vent, enfin du largue jusqu'à la Bretagne. Ça peut se faire très vite et en plus il fait relativement beau. Par contre, il fait froid. Ouais. Donc quand on s'est mis à l'eau à Dunkerque, il y avait, je pense, un vent à 8 degrés. Il faisait, je pense, ressenti plutôt 5 degrés, avec de l'eau à ouais, 8 aussi, je pense. Donc il faisait pas chaud du tout. Ouais, bah, de toute façon, on voit sur le film, hein, à Dunkerque, t'as la cagoule 5 millimètres et 2 semaines plus tard, t'es à la cano avec un bob sur la tête hein, pour pas prendre des coups de soleil, quoi. C'est ça, voilà. C'est exactement ça. Alors, c'est pas 2 semaines plus tard, mais c'est juste 9 jours plus tard. Ouais, ouais. C'est pas la même ambiance, quoi. Alors, il y a une autre règle que tu t'es fixée qui est assez forte, hein, c'est l'assistance terrestre. Alors, est-ce que c'est quoi? C'était le point de départ qui est pas de bateau de sécu, c'est venu comme en fait tout de suite le bateau ça c'est une complexité haute. Pourquoi il y avait pas de bateau qui te suivait Alors, pourquoi? Parce que le bateau, en fait, ça peut être un élément de sécurité, mais aussi, j'ai envie de dire, quand on se déplace aussi vite, ça peut être un boulet, en fait. Et aussi, c'est compliqué d'organiser ça à l'échelle du Tour de France quand on sait pas exactement sur quelle plage on va arriver. Il y a des plages où j'ai atterri où il n'y a pas de port non plus, donc qui sont parfaites pour le kite, mais où il y a un petit shore-break et tout, et qui sont impossibles pour le bateau de venir. Et je trouve que c'est moins authentique et moins, j'allais dire éco-friendly. Et même au niveau budget, j'avais pas du tout le budget de payer un bateau, quoi. Ouais, mais tu vois, je me suis dit qu'il y avait ce truc de budget, de contraintes et tout ça, mais quand on voit l'organisation, c'était assez organisé, hein. Enfin, en tout cas, ça donne l'impression d'être très organisé. Tu souris quand je te dis ça, ça a l'air de te faire marrer. C'était pas organisé? Bah, si, c'était organisé, mais c'était organisation minimaliste, quoi. Ouais. Voilà. Mais je suis ravi du travail d'Antoine vraiment c'était incroyable de l'avoir. Il était tout le temps motivé et il a vraiment vécu ce Tour de France de l'intérieur. Et quand je lui ai proposé de faire ça, j'ai tout de suite senti la flamme qu'il avait en lui de partager l'aventure. Et il m'a dit, ah, mais moi, l'attente, t'inquiète, ça me va. Alors que j'avais fait plusieurs devis d'autres personnes où ça allait pas être le même décor, quoi. Mais c'était aussi une aventure pour mon équipe parce qu'on savait pas trop où on se lançait, quoi. Tu peux pas aller à n'importe quelle distance des côtes, non? Il y a, c'est vite assez compliqué, il faut des autorisations. Est-ce que tu peux nous raconter ça? Alors, tu peux t'écarter des côtes, c'est juste qu'il y a des endroits où c'est interdit
théoriquement hein, de passage, sauf si tu demandes une clairance. Donc, par exemple, quand on passe devant une centrale nucléaire, t'es obligé de demander une clairance au sémaphore, au moins leur annoncer que c'est pas un intrus qui passe et qui va aller dans la centrale nucléaire pour faire sauter la centrale. C'est ça qu'ils ont peur en fait. Ou sinon, quand il y a, par exemple à Étretat, il y a un dock où il y a les super tankers qui viennent poser leur pétrole. Et ben ça, pareil, normalement il est interdit de transit devant pour les engins à voile comme le kite mais ça pareil si on demande si on dit que notre route elle passe par là et qu'on reste 30 secondes dans le chenal et ben ils m'ont laissé passer. Comment t'as fait pour identifier en amont là tous ces points de passage un peu soit compliqués, soit pour lesquels il fallait une autorisation administrative? Bah pareil, j'ai des copains kiteurs un peu dans toute la France et j'ai posé des questions. J'ai des copains capitaines aussi, j'ai posé des questions. On a fait aussi avec toute l'équipe de France des longues distances. Je me rappelle, on était parti de Wimereux, on est allé en Angleterre. Là, on avait traversé le rail des cargos et donc je sais que il y a des choses qu'il faut pas faire sur la côte et le truc c'est que voilà, je voulais pas non plus avoir de non de la part d'une autorité, donc je préférais pas demander. Ouais. Voilà. Et parce que si tu demandes et qu'en plus après tu le fais, voilà, alors que si tu demandes pas, Ouais. voilà, pas vu pas pris. Mais quand même, faut savoir que la sécurité était le point le plus important de mon Tour de France. J'ai pas senti vraiment que j'étais en insécurité sur le plan de navigation. Ce qui m'ont mis en insécurité, c'est le filet de pêche où j'ai failli me noyer, par exemple. Ouais, il y a un moment, tu prends deux fois, tu prends un filet de pêche et là, t'es empêtré dedans. Voilà. Et une fois que c'était plus grave que l'autre, mais ouais, là, c'était vraiment pas drôle. Moi, j'aimais bien cet esprit minimaliste de l'organisation. Et surtout, vu que je voulais partir au dernier moment avec la météo qui allait bien, ça c'est compliqué en fait de justifier une grosse waiting period. Si on veut demander à une autorité, ils vont dire mais vous voulez le faire quand? Donc ils veulent une date et après la date ça devient un peu un frein quoi, parce que si à cette date-là on a l'autorisation mais il y a pas le bon vent, ça m'intéresse pas en fait. Et du coup là sur la météo, quand t'as décidé de partir, bon t'as vu, j'imagine qu'il y avait un gros flux de nord-est C'est ça. dans la Manche, donc ça boum tu descends, mais après bon la météo, 3 jours plus tard, 4 jours plus tard à côté Atlantique, ça peut bouger 12 fois quoi, donc. Exactement. Mais quand même arriver à Brest en juin en 4 jours. J'ai envie de dire le plus gros du travail est fait quoi. Ah ouais, c'est ça, c'est le premier tronçon le plus dur? Ouais, parce qu'en fait on est dans de l'eau froide, dans des côtes où on n'a même pas des fois accès en voiture. Par exemple en Normandie, si jamais j'ai un problème au pied d'une falaise entre Dieppe et Étretat, il y a personne qui va venir me chercher. Ça me fait plaisir parce que moi je suis normand, là que tu me dises que c'est là où c'est hardcore ça. Et là il y a un gros shore-break. Je confirme. Il y a un gros shore-break bien méchant qui fait casse-noisette sur des cailloux. Si tu te retrouves là en kitefoil, il y a personne quoi. Et puis t'as beau appeler ton assistance à terre, ils viendront pas te chercher. Donc ça, vraiment, je tenais à le faire avec du nord-est parce que voilà, il y a une bonne visie, il y a pas trop de grains et je me suis dit voilà, si j'arrive en Bretagne sud avec du nord-est. Après, déjà, il fera 10 degrés de plus. La sécurité, ce sera pas la même. Parce que bon, l'hypothermie dans de l'eau à 8-10 degrés, ça vient très vite, quoi. Ah ouais, non, c'est ça. Non, mais moi, je me marre parce que, pareil, on avait quand même un peu poussé le truc avec mes potes. On s'était dit, on part de Dunkerque, on avait regardé sur Google Maps, on s'est dit, waouh, compliqué. J'avais dit, bon, on verra bien sur place, il y a une plage, tu traces, bon, il y a un port, il y a des trucs, mais tu te mets au large et ça va passer, quoi. Quelques semaines plus tard, je me retrouve par hasard de circonstances, ma fille faisait un chemin de France à Dunkerque, je vais à Dunkerque et tout, je regarde, je dis, oh, tu vois la taille du port, des bateaux, des machins. Les cheminées partout. Oh, putain. Ah, ça donne pas envie. Ouais. Oh, le bordel pour partir. Ça s'est fait au final. Ah oui, ça s'est fait nickel. Ça s'est fait nickel. Mais j'avais pas envie de rester là non plus trop longtemps, quoi, parce que
disons que quand je me suis mis à l'eau, j'ai même pas fait demi-tour pour faire une image du départ, quoi. Et puis 20 minutes après, en plus, je tape un premier caillou, j'étais dans l'eau, il y avait un phoque qui était juste à côté de moi, je me suis dit: «Bon, ça ça va être long». Ouais, finalement, t'as eu, bah, on va y revenir. Il y a eu un moment de galère, mais quand tu fais ces bords aussi longs là, comment t'as fait? Parce que, alors pour les pratiquants, ils ont bien en tête que rester sur un bord, ça peut être, éprouvant physiquement. Pour ceux qui ont pas l'habitude de tirer des bords, ben, c'est un peu comme en snowboard, quoi. Le fait d'être de temps en temps sur les talons ou sur les pointes de pied, bah, ça soulage. Si, faut faire, 2 heures sur les pointes de pied, c'est un cauchemar absolu, quoi. Enfin, ça marche pas, quoi. Donc, comment on se prépare à ça et comment tu as vécu le truc, pour taper des bords aussi longs, Bah, j'ai quand même 10 ans de sport de haut niveau en kitefoil, et c'est vraiment mon dada, le kitefoil. Donc disons que mes muscles, ils sont bien adaptés quand même à cette pratique-là. J'ai vraiment l'habitude, et ma planche aussi, elle est vraiment, hyper confort. Elle est super bien équilibrée. Mon foil, il est vraiment top. J'ai vraiment peaufiné mon équipement. Et donc ça, je dirais que c'est vraiment, en grande partie, la clé de ma réussite. Et puis j'ai des kites aussi super confort, faciles et tout. Et puis aussi, faut pas oublier que de Dunkerque jusqu'à Lorient, j'ai fait de la descente au vent, quoi. Donc c'est quand même beaucoup moins physique que que remonter le vent ou même faire du travers, quoi. C'était quoi ta checklist? Qu'est-ce que tu emmenais avec toi pour, quand tu partais comme ça pour, ces centaines de kilomètres? Alors, en fait, ça dépendait vraiment de mon parcours. Si je savais, que j'allais être loin des côtes, j'avais, des palmes et surtout un kite de sécurité. Ah ça j'adore, on va revenir, mais les palmes Marès, elles sont, ouais, c'est mythique, quoi. J'aurais jamais pensé, mais c'est trop marrant, ouais. Et Comment tu as eu cette idée de palme? bah, parce que, on sait très bien les kiteurs, moi quand j'ai même commencé le kite, à Caisson, j'ai quand même fait pas mal on appelle ça nata kite, c'est natation en kite, et quand t'as des palmes, c'est quand même bien plus pratique, quoi. Ah mais C'est beaucoup plus rapide. quand tu partais, en cesse, tu prenais parfois des En palmes quoi? avec, En en session? session, tu prenais des palmes parfois? Alors, quand j'ai commencé le kite, j'en avais pas, mais j'ai vu des gens qui utilisaient, et c'est vrai, je me suis dit, c'est pas bête. Après, Ah j'ai vite mais j'ai c'est ouais, c'est vrai, j'ai jamais vu ça. Parce que alors moi j'ai fait un peu de kitefoil et tu sais quand tu pars dans alors là, c'est les sessions 8-9 nœuds, moi je les adore ces sessions-là, mais en général, ça passe à 8 et ça finit à 6 et c'est forcément tu rentres à la nage, quoi, tu vois? Moi je reste près du bord. Alors le truc des palmes, j'ai jamais pensé, j'ai jamais vu, quoi. si, en Bretagne, les vieux de la vieille, qui ont bien le sens marin, qui font du kitefoil, ils ont des Ah, palmes palmes accrochées au harnais, et d'accord. c'est pas une, nouveauté, hein, c'est vrai, hein. Ah excellent. Et en vrai, la règle qu'ils ont, c'est ne pas s'écarter plus que la distance que tu pourrais faire à la nage. Et ils ont pas tort. Après, moi, ça me permet aussi, par exemple, quand j'arrive, à un endroit, je sais qu'il y a du vent, mais je sais pas s'il y a du vent vraiment au bord. Et au lieu de perdre 2 heures à nager, si jamais il y a un peu de courant, si j'ai des palmes, je rentre au bord, plus facilement. Même si je fais tomber ma Ah voile, non mais c'est voilà. c'est une super idée Et donc. vu que j'avais pas de bateau, ben, je préfère avoir ça. Et puis le kite de sécurité, ça, je me suis pas mal entraîné Donc ça, aussi. kite de sécurité, c'est kite et ligne et barre. Exactement, Tu as tout? tout complet. OK. Mais ça, par contre, tu es obligé de gréer, sur la Exactement, plage? Ouais. exactement. Tout est préparé, tout est plié d'une certaine manière que c'est facile à dérouler aussi, en mer. Et donc ça, je me suis entraîné à dérouler et lancer un kite, en pleine mer. Ah, en pleine mer? Ouais, ouais. OK. Ah oui, oui, parce que si jamais, ça t'arrive quand t'es au large, Ah ouais, j'imagine, d'accord. En pleine mer, tu serais capable de le faire? exactement. Donc s'il y a pas de vent, j'arrive à le plier complètement, et une fois qu'il est plié, et ben je le mets, sur ma planche. Donc ça, c'est quand il y a vraiment pas de vent. Et si jamais j'ai un problème, genre, je sais pas, le kite qui se casse en deux, ou je tombe et puis il y a une ligne qui pète, et puis je peux pas réparer, et ben j'ai le kite de sécurité. Donc j'abandonne le kite A, je sors le kite B. Le kite A, malheureusement, il finit dans la mer, mais j'arrive à rentrer quand même.
Ça m'est jamais arrivé de perdre un kite pendant le Tour de France. Voilà, j'ai jamais non plus sorti le deuxième kite de sécurité. Mais par contre, j'ai plié mon aile à un endroit en Bretagne Sud, il y avait plus du tout de vent, j'ai plié complètement ma voile et j'ai nagé du coup avec mon moteur, comme je dis dans le film. Et après, le vent est revenu. Et c'était un peu pour l'image parce que j'aurais pu nager, j'avais bien nagé déjà, j'étais vraiment proche de la plage. Et pour l'image et pour le film, j'ai redécollé ma voile et j'ai fini en kite. Mais j'aurais pu finir à la nage aussi. Mais voilà, c'est possible de redécoller sa voile. Je l'ai fait plein de fois et il faut juste prendre son temps, pas s'énerver et ça redécolle. Téléphone, on te voit, tu passes t'es en mode standard téléphonique, quoi. Le gars, il a des conversations avec le cross, avec l'équipe. C'est quoi c'est quoi ton téléphone pour avoir du réseau comme ça? Ah bah c'est mon iPhone classique. iPhone classique, Ouais avec c'est pas avec un abonnement Soch à 15 €, ça marche, quoi. c'est ça, ouais. Exactement. Ok. C'est pas Soch, mais ça marche très bien sur les côtes françaises. Jusqu'à même loin au large. Des fois, j'étais à 20 nautiques de la côte et ça marchait très bien. Et comment tu faisais pour pas le perdre ton truc là? Parce que là, on te voit, tu déboules hyper vite avec ton téléphone. Mais chaque petite balise ou petit téléphone ou mon couteau a un leash. Un leash, ouais. Et du coup, je le mets dans la poche que j'ai sur mon ventre et en fait, ça me permet de l'attraper et de pas le perdre et voilà, donc c'est plutôt facile Donc en t'avais fait. téléphone, couteau, la caméra. La caméra, j'ai aussi un petit téléphone satellite qui me permet d'envoyer des messages si jamais il y a plus de couverture réseau. Ok, t'avais quand même un deuxième, ok. Voilà. Et maintenant c'est un petit modem en fait où tu te connectes à ton téléphone et tu peux quand même envoyer des messages. Ça marche très très bien. Et sinon j'avais une batterie externe pour mon téléphone parce que c'est vrai que des fois pendant 7 heures si tu appelles, tu regardes le radar, en même temps tu regardes Navionics pour savoir où tu vas et tout. Même si tu es en mode avion la plupart du temps ça finit Rassure-moi, tu t'es pas mis une série Netflix à un moment parce que t'as l'air tellement le mec il est sur ses apps et tout, c'est ouf. Et non, j'ai pas fait Netflix. J'ai pris des photos avec mon téléphone, mais j'ai pas fait Netflix, non. Est-ce que regarde, il y a un truc assez rigolo, on te voit échanger avec les gars du cross. Ils sont plutôt cool, hein. Enfin, Ouais, alors t'as plutôt été bien reçu, est-ce que t'as laissé que les passages où les mecs sont sympas ou en t'as fait eu des embrouilles un peu? quand j'étais dans le nord, ils étaient encore plus cool, j'ai l'impression. C'est marrant parce qu'au Cross Greené, je suis tombé sur un Tahitien qui avait un bel accent tahitien et il en revenait pas que je fasse du kite et tout et il m'a vu passer parce que je suis passé devant ses installations et malheureusement je l'ai pas enregistré, j'ai pas eu le réflexe et après c'est lui qui m'a donné envie en fait de les enregistrer à chaque fois. Ouais. Et ouais, j'ai pas réussi à l'enregistrer lui parce que pour le coup c'était le plus drôle. Euh, il m'a posé des questions, savoir qu'est-ce que je foutais à faire le Tour de France. Il m'a dit que j'étais un grand taré. Et en plus il me disait mais il fait froid là carrément. Ah, t'avais Raymana au bout du fil, quoi. Énorme. Et c'était vraiment top. Et donc je sais pas, il devait être en stage ou je pense pas que peut-être qu'il allait après travailler dans un cross en Polynésie, mais voilà, en tout cas j'ai eu des super contacts avec eux et eux comme ils sont là pour assurer la sécurité des marins et pas faire la police, ils sont toujours plutôt impressionnés. Et au bout du deuxième jour déjà, ils avaient 100% confiance en moi. Ouais. Et il me disait voilà, pas de problème, enfin je veux dire tu nous appelles quand t'arrives et voilà, donc ça c'est vraiment aussi merci la France et merci à ces services là parce que c'est aussi pour ça que moi c'est la première vraiment longue distance que je fais comme ça de jour en jour et j'avoue que c'est un petit stress et avoir des gens comme le cross sur qui on peut vraiment compter et ben ça fait vraiment plaisir quoi. Ouais, et puis tu sens qu'il y a un peu ce côté, ils s'intéressent, Ouais, un voilà. peu communauté, tu sens que c'est des marins. C'est ça. C'est chouette, quoi. C'est ça. Au bout du deuxième jour, quand ils ont vu la distance que j'ai fait et le temps que j'ai mis pour le faire, ils m'ont tout de suite pris au sérieux, quoi. C'était pas le petit kitesurfer qui fait le Tour de France. C'était quand même voilà des étapes respectables, quoi.
Ah ouais, non, non, ça s'est vite bien enclenché. Est-ce que t'as eu des moments de doute quand même? C'était quand les doutes? Il y a eu des moments de doute forts pendant la traversée? Est-ce que c'était avant? Si tu dis, il y a un moment où tu t'es dit, j'y crois plus, ça a existé ça? Franchement, les premiers jours, avec le froid, le deuxième jour, j'ai eu un mal de tête. Je crois que j'ai jamais eu aussi mal à la tête. Euh, En fait, c'était, je pense, ma cagoule qui m'a trop serré la tête. Et je pense aussi le froid. Quand je me suis mis à l'eau à Cailleux-sur-Mer, pareil, il y avait du nord-est hyper fort. Enfin, hyper fort. Non, c'était pas si fort, mais je veux dire, c'était quand même du bon nord-est. Et le froid, j'ai eu une barre au front assez rapidement. Et après, mal de crâne, jusqu'à ce que j'arrive, en fait. Et j'avais froid aux pieds aussi. Et même si j'étais en 6-5 cagoules, Sorouse, elle était neuve, ma combi. Et ben, au bout de la 3e heure, avec le vent et tout, froid, quoi. Donc ça, c'était gros moment de doute, parce que bah, si je me suis dit, si jamais j'ai un souci à ce moment-là, mais c'est hypothermie, c'était sûr et certain, quoi. Donc là, j'ai eu des gros moments de doute. Et puis après, 2 jours après, quand je suis parti de Cherbourg pour aller en Bretagne Nord, où j'ai fait la traversée par les îles anglo-normandes, ça pareil, c'est engagement. J'avais jamais fait quelque chose de même similaire. Le faire tout seul en plus, franchement, c'est vraiment engagé. Et ça, j'ai eu un gros moment de doute parce que quand je suis parti, il y avait 8-10 nœuds. Donc je savais que ça allait monter un petit peu. Je regardais les anémomètres, à Guernsey, ils avaient pareil 8-10 nœuds. Et en Bretagne Nord, ils avaient même pas de vent. Et bon, je me suis dit, bah, le Nord-Est, il va quand même aller taper sur les côtes de la nord bretonne. Et c'est ce qui s'est passé. Mais c'est vrai que bon, quand on arrive à Cherbourg et qu'on se dit, allez, c'est parti, le Nord-Est, il est là, il va souffler comme hier, et qu'on se lève à 7 heures le matin et qu'en fait, il y a que 8 nœuds, j'ai un petit peu, il y avait un plafond super bas, il faisait super gris. Je sais que c'est un endroit où il y a quand même jusqu'à 4 nœuds de courant. Donc à la nage, rentrer avec mes petites palmarès, C'était chaud. c'était un peu chaud. Ouais. Ah écoute, il y a quelqu'un qui est avec nous là, qui est dans le van et qu'on voit dans le film, c'est Aurélie. Je vais en profiter, tiens, on va te passer le micro, tiens, parce que c'est assez rigolo, parce que tu nous écoutes et t'es présente dans le film, hein, Aurélie. Nico t'en a parlé spontanément. Et là, quand j'ai posé la question de c'était quoi le truc le plus galère, c'est assez marrant. C'est marrant, spontanément, t'as croisé les bras et tout ça, en termes de body language, c'était hyper marrant. Je me suis dit, tiens, c'était quoi le truc le plus galère pour toi? Ben, de le suivre, d'aller aussi vite que lui, d'arriver au bon endroit, pas se tromper. Ouais, c'était surtout de pas le faire attendre, quand il arrive, à un endroit, quoi. Toi, t'appréhendais avant? T'as tout de suite été convaincu de partir dans ce truc-là? Comment il t'en a parlé? Comment il t'a vendu le truc déjà? Eh, alors, Ah je vais faire un truc, ben, tu vas me suivre pendant 3 semaines dans un camion. Il a fait une belle vente. Comment il t'a vendu? en réalité, il me l'a pas tellement vendu. Il m'a simplement dit: «Ça me ferait plaisir que tu sois avec moi, pour le Tour de France au mois Il de est bon. mai», Il est bon. et du coup, j'ai de suite, réservé mon temps, quoi. Je me suis dit, Et tu t'es dit, tu t'es dit, parce qu'en plus, t'es une rideuse, toi, hein. oui. Et t'as tout de suite vu la complexité du truc. Comment t'as vécu l'avant, toi? Ouais, c'est vrai que j'ai vu ça, mais je connais quand même très bien Nico et je sais que tout ce qu'il fait, il le fait très réfléchi quand même. Et surtout, il a quand même du talent dans le kitefoil et c'est ce qu'il fait. Et je suis assez convaincue de tout ce qu'il fait. Il y va pas les yeux fermés, quoi. Il sait ce qu'il va faire. Bon, alors toi, d'ailleurs, tu l'as suivi et ça a été juste une longue galère ou Bah, pas vraiment en réalité, c'était pas une galère, c'était cool, c'était intense, j'ai appris à connaître, Antoine aussi parce que du coup, je l'avais jamais rencontré ou j'avais jamais, discuté avec lui. Donc ouais, non, on s'est raconté nos vies, on a eu le temps de parler, on a quand même eu le temps de parler mine de rien. Et puis, il faisait un peu mon copilote et puis il fallait quand même faire en sorte qu'on mange tous bien pour être en forme aussi. Et
En réalité, il y a pas vraiment eu de galère, hein. C'était Ouais, cool, mais hein. j'allais demander, je suis en train C'était d'essayer de cool, hein. creuser parce que je vois le film, je vois que tout s'est passé cool. Lui, il est toujours à s'ouvrir, d'être Mmh. sympa, pas à râler. Ah oui, non, par contre, ça, c'est vraiment, sa qualité Ok, première. ok. Ah, sa qualité première, c'est vraiment qu'il ne râle pas et qu'il s'énerve pas. Bon, il est parfait en fait, le mec. Alors personne n'est parfait, j'imagine, je pense, je sais pas. Mais en tout cas, il a des qualités que moi je n'ai pas, quoi, hein. D'être aussi calme dans toutes circonstances, je sais que c'est pas mon fort à moi. Bon, Donc j'apprends de lui, quoi. voilà, bah, en tout cas, on a vu le truc et effectivement, c'est un beau travail d'équipe Mmh. et bravo Aurélie d'avoir fait partie de ce projet. On va Merci. reparler des images d'Antoine, hein, c'est ça, qui sont absolument magnifiques. Merci Aurélie. Mmh. Toi, Nico, tu as fait un truc unique, hein. Qu'est-ce que tu as découvert qu'on voit pas depuis la route ou depuis les plages, de se faire un tour de France comme ça en un temps très réduit? Que t'en retiens quelque chose? Il y a quelque chose qui t'a marqué? Bon, j'ai envie de dire, c'est un privilège parce que arriver à connecter comme ça toutes les côtes et passer par quasiment, enfin tous les départements côtiers de France, même s'il y en a que j'ai un peu zappé parce que je les ai pas fait, mais tu te rends compte que la France c'est un littoral absolument magnifique et que chaque particularité a son département et chaque département a sa particularité et ça fait vraiment plaisir d'avoir un pays aussi C'est marrant ce que tu dis, diversifié. chaque particularité a son département, c'est-à-dire que depuis l'eau, t'arrives à voir les différences et en fait, t'as l'impression que ce découpage administratif, en fait, il correspond à une espèce de réalité de Ouais, c'est ça. ouais? Ouais. Ah, c'est sympa ça et c'est quoi? C'est les falaises d'Étretat? Ouais, bon, dans le nord, il y a vite des ambiances en fait, je sais pas, bon après je connais pas bien les départements du nord, mais les ambiances des fois, je vois la mer, elle a l'air méchante et par exemple quand on est arrivé sur les plages du débarquement, heu, toute cette ambiance et cette histoire de guerre, je me suis dit, «C'est pas pour rien qu'ils sont arrivés là», enfin je sais pas, c'est comme, si je ressentais une espèce de voilà, d'ambiance de guerre et de mort à cet endroit-là parce que ben c'était violent, froid, gris, marron, et puis il y a des moments très calmes en Bretagne avec de l'eau turquoise, et puis tout de suite ça change. Enfin c'est hyper diversifié et et voilà. Ah, il y a un truc qui est sûr, hein, je l'ai évoqué pas mal, c'est que je trouve que les images en drone, elles sont, enfin, toutes les images sont très belles. Et je trouve que même d'ailleurs les images dans le nord de la France, ça n'a pas toujours ça n'a pas toujours la cote, mais en fait on voit c'est absolument magnifique. Les plans sont vraiment superbes. Alors je sais pas si c'est mon côté nordiste, mais je me suis dit c'est presque aussi beau que dans le sud en fait. Enfin c'est vraiment très très beau. Comment tu l'as rencontré le réalisateur? C'est un pote? Bah en fait, je l'avais jamais vu en vrai avant. Je savais qu'il avait travaillé avec des kite foilers pour la Fédé aussi, pris des photos. Et puis j'ai tout de suite aimé ce qu'il avait fait. Enfin, toutes les photos qu'il avait fait, je trouvais qu'il avait un super talent. Et puis en fait, j'ai démarché pas mal de monde pour savoir qui c'est qui était intéressé. J'ai vu un peu les devis pour faire ce genre de truc et je me disais que, enfin, je me suis même dit à un moment, je vais le faire juste moi. Alors, ça allait pas être le même film, quoi. Mais quand je voyais les prix, je me suis dit non, mais j'ai pas le budget en fait pour faire ça. C'est mort. Et quand j'ai parlé avec Antoine que lui, il voulait vivre aussi une aventure comme ça. En plus, Antoine, il vient de la planche à voile, il fait de la planche à voile, il fait de la wing, et en plus, il est kiné. Alors moi, j'ai fait des études de kiné, donc je sais pas, je me suis dit, il y a un truc qui va se passer entre nous, et il y a eu du feeling tout de suite. Et vu qu'il est kiné, il est un peu en reconversion vers la vidéo. Enfin, je sais qu'il faisait ça en amateur, et j'ai envie de dire encore heureux parce que vu le niveau qu'il a en amateur, si vraiment il s'énerve, à mon avis, il peut faire vraiment du boulot plus que professionnel. Et comment il a fait notamment pour ses plans en mer? Comment il gérait? C'est toi qui il savait où t'étais et il était assez autonome sur les prises de vue? Ouais, Comment ça exactement. fonctionne? Bon, il y a des endroits où on a vraiment insisté sur la vidéo
parce que je savais que la météo allait me laisser du temps, quoi. Et ces moments-là, ben, je l'avais au téléphone. Je dis bon ben voilà, tu veux que j'aille où? Ben, continue un peu, mets-toi là. Hop, j'ai un plan joli. Puis on discutait au téléphone. Donc c'était vraiment des allers-retours devant la côte pour avoir le plan parfait. Et euh, et puis on a eu 3 sessions avec un bateau. Donc une fois avec Franck, mon pote marin pêcheur qui est en Bretagne Nord et qui est kiter aussi. Et lui, il nous a prêté gentiment son bateau. On est allé à l'île de Bar en face de Roscoff pour faire des super images. Donc là, pareil, je suis resté l'après-midi. Il a fait voler le drone, il a pris son caisson, il est allé dans l'eau pour me filmer. Je suis passé 300 fois devant lui pour avoir des bons shots et c'était top. Et après, on a fait la même chose au Glénan pour montrer les Glénans, la beauté du paysage là-bas. Donc là, pareil, on avait loué, enfin pareil, cette fois-ci, on avait loué un bateau pour aller là-bas. C'est la seule fois où on a loué un bateau. Moi, je suis allé en kite, j'avais la flemme de démonter mon foil. Et du coup, on a retrouvé Aurélie. T'étais pas venu là? Si. Ah oui, t'as eu froid, je me rappelle. Et on était tous au Glénan à faire des images avec mon cousin. Donc là, c'est pareil, il y avait le bateau qui me suivait. Et sinon, à Marseille aussi, Antoine est monté sur le bateau pour faire des images. Et c'était le bateau du Pôle France. Donc J'imagine quand je t'entends que c'était quoi le budget du projet au global? Bah, au global, en gros, si on compte le film, le van, tout ça. Bon, le van, c'est à peu près 4 500 € de faire tout le Tour de France, les 6 000 kilomètres. Alors, si tu comptes les campings où on s'est arrêté et la bouffe qu'on a consommée aussi. Et sinon, après, bah, la réalisation du film, c'est 15 000 € à peu près, un peu plus. Après, il y a eu les personnes qui ont fait l'animation 3D, tu vois. Ouais. Ça, c'est 16 000 € à peu près. Et Ah ouais, bah, mais c'est ok, je comprends. Il y a quand même en fait, tous les moyens, tu les as mis dans la prod des images et c'est pour ça que ça ressort aussi bien, quoi. exactement. Que là, on est à 45 000 €, tu vois, à peu près, enfin un peu moins. Et après, ben, il y a eu du matériel de kite aussi, de planches, toutes les balises, ça coûte assez cher. Tout le petit matériel, ça coûte assez cher. Il y a eu Armel Courtois qui m'a aidé bah, pour trouver des sponsors et tout, même si on n'en a pas trouvé beaucoup, parce que c'est pas facile à trouver des sponsors. Surtout que je partais de rien. Enfin, j'avais un background de kitesurfer professionnel, de champion du monde et tout. Je suis 4 fois champion du monde, mais j'ai jamais fait ça. Et quand on dit à un sponsor, bah, je vais faire le Tour de France sans assistance, les mecs ils tombent un peu de leur chaise en fait. Ils disent mais comment ça Enfin moi ça m'est arrivé plusieurs fois et en cherchant des sponsors. Et du coup j'ai un peu bah laissé tomber parce que j'avais l'impression que j'avais zéro crédibilité en fait. Et donc je suis content de l'avoir fait parce que tous les gens qui sont tombés de leur chaise, ben peut-être que maintenant ils vont vraiment tomber de leur chaise parce que j'ai réussi. Donc voilà. Donc le budget total avec le matos c'est 50 000 €. Ok, ouais, donc un petit budget, mais un maximum d'effets, quoi. Enfin, C'est ça. euh, Et il faut savoir que Aurélie, elle a fait ça complètement bénévolement, pas payé. Je lui ai juste payé son billet d'avion pour qu'elle vienne parce qu'elle habite dans les Caraïbes. Et, et donc elle est venue au froid. Et puis moi non plus, je me suis pas tiré ouais. d'argent quoi. Mais je l'ai fait pour moi. Moi, je voulais vraiment, enfin, depuis des années, c'est presque un cadeau que je me suis fait quoi. Voilà. Ah bah ouais. En tout cas, c'est absolument magnifique. Est-ce qu'il y a des moments du voyage que t'as pas filmé ou des trucs que t'as coupé parce que tu voulais que ça reste hors champ? Je sais que en arrivant à Cherbourg, je suis passé dans une grosse chasse de thon. J'avais plus de batterie sur ma caméra. Et là, j'aurais vraiment aimé filmer parce qu'il y avait des thons qui sautaient partout. L'eau, elle était complètement blanche. Il y avait des fous de bassin qui sautaient, qui plongeaient dans l'eau. C'était vraiment impressionnant. En plus, j'aime bien la pêche et les poissons, donc c'était pas mal. Je me suis vraiment rapproché et j'ai vu des thons sauter. J'étais comme un fou. Sinon, des moments que j'ai ratés, bah au début, quand même, j'étais très très, on dirait pas sur le film, mais j'étais quand même très stressé et très pas sûr de moi au final parce que
ben quand j'ai vu la température, normalement j'ai jamais froid et là j'avais froid aux pieds. Je me suis dit mais c'est pas possible. Depuis quand j'ai froid aux pieds? J'ai quitté des heures sans chaussons l'hiver à Arcachon et j'avais froid aux pieds mais pas comme ça quoi. Et là c'était vraiment plus qu'engagé. Et là en fait j'utilisais pas la caméra, je faisais pas le malin et parce que j'avais peur quoi. Et c'est vrai qu'à posteriori, eh ben si j'avais pris la caméra, on aurait pu faire peut-être encore plus d'émotions sur le début. Et c'est après quand on a passé là, qu'il a fait un peu plus chaud en Bretagne Sud, là je me suis un peu lâché sur la caméra et c'est aussi en le faisant que Antoine m'a dit bah vas-y lâche-toi quand même un peu, fais passer des trucs et tout. Donc après c'était un peu plus drôle, j'ai envie de dire. Je suis content d'avoir filmé quand je me suis emmêlé dans le filet de pêche. Mais voilà aussi la fois où je me suis il y avait plus de vent là en Sud-Bretagne où j'ai nagé avec les palmes, ça pareil ma caméra on le voit dans le film elle est pas en mode 360 parce que j'étais dans l'eau et les settings de la caméra ont sauté quoi et du coup elle était en mono objectif et du coup elle était filmée vers le bas, on voit pas vraiment le bateau qui passe et ça pareil c'est dommage de pas avoir eu ce plan parce que c'était vraiment drôle. J'étais dans l'eau en train de barboter et il y a un bateau à voile qui passe à un nœud à côté de moi comme ça et il me dit ça va et moi je lui réponds bah ouais ça va et vous Ça palme. et je dis bah là ça va il me reste 1 kilomètre, je vais faire 1 kilomètre de palme et tout va bien. Bon, pour les riders que ça va motiver, pour ceux qui aiment faire du downwind ou des naves côtières longues, c'est quoi tes conseils et puis un peu ta checklist minimale pour partir? Déjà c'est bien connaître son matériel. Ça je trouve que c'est le plus important. On va pas faire une longue distance si on n'a pas 100% confiance en son matériel et en soi-même quoi. Donc s'entraîner sur des petites distances, le faire plusieurs fois voilà dans la journée pour être vraiment au top là-dessus. Et sinon sur le plan technique et ben il faut toujours penser, c'est un pilote d'hélico qui m'a expliqué ça que que un système de sécurité égale 0. C'est-à-dire que si on part avec une VHF ou un téléphone, c'est comme s'il y avait rien. Parce que il peut y avoir une panne, il peut prendre l'eau, il peut enfin avoir plus de batterie, voilà. Donc pour lui et je trouve que c'est parlant, 1 égale 0. Donc il faut toujours avoir 2 moyens de sécurité ou de communication. Donc il y a plusieurs trucs en fait. Moi j'avais les moyens de communication, donc j'en avais 4 en fait. J'avais mon téléphone, j'avais mon téléphone satellite au cas où il y ait pas de réseau téléphonique. Et j'avais ma VHF, très important pour parler avec d'autres bateaux, et le cross aussi de temps en temps. Et rester en scan, en veille VHF tout le temps. Et sinon, le dernier, c'est ma balise, ma balise PLB1. C'est une toute petite balise. Et là, c'est vraiment alerte rouge, Mayday, Mayday. Quand t'es à l'eau et que tu t'es coupé une jambe avec ton foil et que tu peux plus rien faire, quoi. T'es en train de perdre ton sang et il faut appeler quelqu'un. Ou t'as ta planche qui est cassée en deux, tu peux plus avancer. Ben là, il faut avoir une balise comme ça. Donc en fait, moi, j'en avais 4 au total. Ah ouais. J'avais une balise, un téléphone satellite, mon téléphone et la VHF. Ça, c'est mes 4 moyens de sécurité. Après, j'avais Et ça, tu recommandes dès que tu te mets un downwind de 30 bornes? non, alors sur un diamond de 30 bornes, C'est déjà, mais parce que toi, tu te mets 200 kilomètres, mais déjà, tu te mets 30 kilomètres, c'est pas mal, quoi. tu te mets 30 kilomètres, déjà, il faut savoir, le plus important, je trouve, c'est de dire à quelqu'un que tu pars et d'où tu pars et où tu arrives et le temps que tu vas mettre. Comme ça, ben, il se doute que tu dois arriver. Et s'il te voit pas et que ta communication ne marche pas, ben, il peut être alerté. Voilà, faut pas partir tout seul à l'improviste comme ça. Donc ça c'est hyper important. Et après en plus moi j'avais des systèmes lumineux, donc un petit flashlight qui marche en pleine nuit pour me voir. J'avais des Cialume
pareil, les scialumes, je l'ai appris avec un pilote d'hélico qui va chercher des gens. Donc des scialumes, c'est une espèce de bâton Exactement. fluorescent. Qui reste 12 heures lumineux. Et ça, en fait, il faut pas l'agiter avec le bras. Il faut le mettre au bout d'une ligne de kite ou de n'importe quelle ligne. Et il faut le faire tourner au-dessus de sa tête comme un lasso. Parce qu'en fait, ça fait un gros disque lumineux. Et le disque, il va faire 1,50 m et de diamètre, quoi. Et ça, on est visible à 10 nautiques. Donc quand lui arrive avec son hélico, il verra un disque dans l'eau, beaucoup plus qu'un mec qui agite son truc. Ça pareil, il m'a dit c'est important, du coup je l'ai fait. Et sinon j'ai des fusées parachutes aussi. Donc évidemment j'avais pas les fusées parachutes quand je faisais des étapes où j'étais maximum à 5 km du bord. Mais voilà, j'avais des fusées parachutes. Les fusées parachutes c'est quoi? C'est une fusée qu'on shoot de sa main, quoi. Ça monte à 300 mètres de haut et après il y a un petit parachute avec une grosse boule rouge dessous et ça émet 30 000 lumens. Donc c'est un truc hyper visible et on peut le voir à 12 nautiques, je crois, ou 20 nautiques, ça dépend évidemment de la couverture nuageuse, mais c'est hyper visible. Et ça c'est vraiment pareil dans le monde de la marine, c'est alerte rouge, enfin je veux dire c'est man overboard, quoi. C'est quoi la suite là? C'est quoi ton prochain défi? T'as tourné la page de la compétition? Ouais, j'ai tourné la page de la compétition. Alors comme le défi kite, je suis encore friand de genre d'épreuves. Il y a des épreuves de snow kite aussi qui m'intéressent beaucoup. J'aimerais bien faire des compètes en Norvège que j'ai jamais pu faire quand je faisais de la compète de haut niveau parce que pareil, pas de temps. Et là, j'ai vraiment envie de continuer à faire des longues distances. Et donc cette année, j'ai un projet d'aller en Corse. Il y a plein de monde qui l'a fait, hein, c'est pas une nouveauté. Alors que le Tour de France, comme je l'ai fait moi, il y a personne qui l'avait fait. Mais là, cette fois-ci, aller en Corse, je serai le premier à l'avoir fait si j'y arrive. Hein. Je dis pas que je vais y arriver, mais sans bateau de sécu. Donc pareil, c'est un engagement. Donc tu veux faire un Toulon, Exactement. Bastia. Ouais, alors ce sera un Toulon-Bastia, ce sera un Saint-Tropez-Calvi, mais voilà, dans l'idée c'est ça. Et pareil, je serai moi et mon cerf-volant, quoi. Ok. Il y aura pas un petit bateau à moteur. Ça c'est un autre délire encore. Voilà. Et donc quand on est au milieu, on a 90 km derrière nous d'eau et devant on a 90 km d'eau aussi. Donc on voit plus la côte. Et s'il y a une galère? Et s'il y a une galère, voilà, c'est là que ça c'est un peu pimenté, et c'est là que ça m'intéresse aussi, c'est qu'en fait j'ai une planche aujourd'hui sur laquelle je peux mettre du matos et j'ai un radeau de survie. Donc c'est un radeau de survie. Je vais pas non plus spoiler mon prochain défi, mais voilà, Et le délire, c'est que si tu plantes au plus mauvais endroit, tu peux rester en autonomie. Ouais, alors je serais pas en autonomie, hein, j'aurais besoin de secours, mais je pourrais rester plusieurs jours dans mon radeau, quoi. Ok. Tranquille. On te le souhaite pas, mais ça fera un bon film. Exactement. Bon, Nico, un gros merci. J'invite vraiment les auditeurs à se donner la chance de pouvoir voir ton film, à te suivre, à te soutenir, parce que c'est vraiment très cool. Merci de m'avoir reçu, Nico et Aurélie, dans votre van. Super énergie, super sympa. Ravi de t'avoir croisé. Et puis, merci à Mordu. Tout le meilleur pour la suite. Merci. Allez, ciao. Ciao. Un grand merci à Nicolas et à Aurélie pour leur accueil chez eux dans leur van. Pour voir le film de Nico cet été, rendez-vous sur le Sailors Holland Sunset Tour. Toutes les dates et le lien billetterie sur le site officiel et sur mordupodcast.com. On a des places à vous faire gagner. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous au podcast sur votre appli préférée, laissez-nous 5 étoiles et partagez autour de vous. C'est le meilleur moyen de faire grandir Mordu. Allez, j'espère que la prochaine session est pour très bientôt. Je vous dis à très vite sur Mordu.